Durant toute ma carrière, j'ai vu plus d'une centaine de personnes mourir dans des situations différentes. J'en ai eu une saturation. Mon boulot, c'est de sauver des vies. Nous, la nuit, on voit les morts qu'on n'a pas pu sauver. Je revois les enfants, je vois le cri. J'avais des insomnies, des cauchemars. Des fois, la nuit, je me mettais au bord du lit, je me levais et je parlais en fait à la glace. Je commençais à passer sur du Xanax, sur des antidépresseurs. J'étais suivi par des psys, je faisais des séjours quand même à l'hôpital militaire en psychiatrie. La blessure était enfouie, elle était là, enfouie. Et finalement, on s'en fout, on n'y pense pas. L'objectif des maisons est de pouvoir faire de la réhabilitation psychosociale dans le parcours du blessé psychique. Il s'agit d'un lieu non médicalisé, donc pas de soins. Le blessé psychique est un blessé qui va devoir être accompagné sur le temps long. Pour être éligible au dispositif Athos, il faut être concerné par un syndrome post-traumatique qui a été diagnostiqué, qui est reconnu comme imputable au service. Le syndrome post-traumatique, c'est un sentiment de mort imminente. Une effraction psychique, en fait, on est convaincu que soi-même ou quelqu'un de l'environnement va mourir, avec quelque chose d'extrêmement violent qui fait qu'on va se retrouver avec ce petite graine plantée qui va grandir ou pas, parce que parfois elle est présente mais il n'y a pas de symptômes. Dans tous les cas, il y a toujours un temps d'incubation et la plupart, ça peut être dans les mois qui suivent, les années qui suivent. Pour certains, ça peut être 20 ans plus tard, à l'occasion d'une autre rencontre, en fait, d'un autre événement qui, pour le coup, pourrait être plus anodin. Ça va être l'odeur de cuisine qui va pouvoir peut-être leur rappeler le Mali. J'ai un blessé qui m'a dit l'autre jour, il faut pas qu'il y ait de bruit répétitif, genre quelqu'un qui tape sur la table comme ça, parce que je compte jusqu'à la détonation. Sur certaines portes, on a marqué de frapper avant d'entrer. Parce qu'à un moment, en fait, ça, pour certains, appuyer trop fort sur la poignée, ça pouvait les faire sursauter. On en a une qui sursaute quand on craque de yaourt. Donc là, nous rentrons dans un gîte. Moi, je préfère ce gîte-là maintenant, parce qu'en fait, j'ai l'impression, même si tu es tout seul, il y a 4 chambres, tu as l'impression qu'il y a du monde en fait autour de toi. Le plus dur, la solitude, c'est ce qui est compliqué pour un militaire, et c'est ça, c'est ce qui fait beaucoup de mal au physique. Bienvenue dans mon antre. Donc ça, c'est la chambre, la Noiraude, elle s'appelle. Et la chambre rouge au fond, donc coquelicot, rappelle justement l'insigne de coquelicot qu'ont les armées anglaises pour justement comme nous le bleuet. Chaque gîte est équipé d'une cuisine aménagée. On peut faire soi-même son repas si jamais le blessé se sent pas bien. Comme là par exemple on était beaucoup ce midi, et ben en fait il peut s'échapper et faire son repas tout seul ici. J'ai grandi à Tahiti. Et je descends d'une famille de militaires. C'est un carnet qui est en pleine construction, mais qui retrace tout mon parcours militaire. Ici, c'est une photo justement de mon arrière-grand-père qui a été fait prisonnier donc, dans les Ardennes. Ce que j'ai fait, mes OPEX, mes différents régiments. 2007-2008, Tahiti. Guyane en 2009. Liban 2010-2011. Donc la Jordanie en février à avril. Et Djibouti la même année. J'ai fait pendant 10 ans infirmerie. En gros, aller chercher les gens qui étaient blessés ou sur les différents théâtres, soigner en fait. Voilà, c'était mon métier. C'est toutes les miennes celles-là. Voilà. Celui-là, c'est comment tout a commencé et pourquoi ma vie a-t-elle changé cette année-là. En 2013, sur le sol jordanien, à la frontière syrienne, dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de Zaatari. C'est l'opération Tamour. C'était au moment où Bachar al-Assad était en guerre civile avec son peuple, 120 000 réfugiés. On voit le camp français, on est là, et à côté, on a le camp marocain. Nous sommes arrivés donc en février, et donc notre métier, c'était de continuer les soins et de faire des vaccinations de masse. Et devant le camp, il y a cette grande avenue qu'on voit, et en fait, elle s'appelait l'avenue des Champs-Élysées. On a l'impression d'être sur une braderie, en fait. C'est des petites maisons en tôle, des tentes, des machins. J'étais de permanence ce soir-là. Et les Marocains, donc les tentes juste à côté, nous appellent parce qu'ils avaient affaire à un afflux massif d'enfants brûlés. Une fratrie de 4 enfants, une fille et 3 garçons, qui avaient entre 6 et 10 ans,
qui avaient brûlé dans leur tente. Dans une petite tente, il y a plein de personnes. Et tout est fait au sol. C'est-à-dire que pour faire les repas, c'est des trépieds, c'est des trucs au sol. Ces tentes-là mettent 49 secondes à prendre feu. Donc les adultes sont sortis, mais pas les enfants. On rentre dedans et là en fait, on rentre dans une tente. Et là, c'est la cohue, c'est l'enfer en fait. Il n'y a pas de mots. C'est l'horreur en fait. On reconnaissait pas si c'était un garçon, une fille, parce que les oreilles, il n'y en avait plus. L'image qu'on peut avoir, c'est un veau à la broche. C'est une peau sanguillonnante, c'est vraiment comme si tu avais arraché l'épiderme, où il n'y a que du sang, des parties noires, une vision d'horreur. On savait qu'il y avait une fille sur les 4. Comment ? En fait, elle avait au-dessus de sa tête une espèce d'assiette, on va dire, de frisbee en plastique, épais comme ça. Et en fait, c'était son cuir chevelu. Son voile avait brûlé, avait pris les cheveux. Et en fait, pour la soigner, ils avaient été obligés de retirer cette espèce d'assiette d'auréole qu'elle avait sur la tête. On était désespérés parce que on ne pouvait même pas alléger les souffrances. La seule chose qu'on ait faite, c'est en faire des momies en fait. On a pris des pots de flamazine, c'est une espèce de pommade blanche qu'on met sur les brûlures. On les a remplis de flamazine, on les a bandés et en fait on les a mis dans des ambulances jordaniennes pour partir à l'hôpital pour finalement mourir. Parce que je vais prendre un exemple. Je suis resté 3 ans dans le noir, alors qu'on m'avait parlé de la maison d'Athos avant. Ouais. Et je pense que peut-être un dépliant vraiment qui donne envie, peut-être être un petit peu forcé dans le parcours de soins, parce que c'était en l'occurrence c'est le Dr Simpson qui m'avait parlé de la maison d'Athos. De proposer entre guillemets, mais de faire un petit coup de fil quand on est à l'hôpital par exemple, ce genre de choses, pour peut-être amener les membres à venir plus tôt, parce que je sais pas comment est-ce que j'aurais réagi si ça avait été des fois, le cas, j'en sais rien, c'était trop tôt, mais voilà, peut-être que je serais venu un an plus tôt et ça aurait été bien. On rend pas justice à ce que oui, sans doute. Patricia, c'est le truc le plus... On n'a pas vraiment eu la main là-dessus, et effectivement on le regrette, c'est aussi pour ça qu'on... Durant toute ma carrière, j'ai vu plus d'une centaine de personnes mourir dans des situations différentes. J'en ai eu une saturation. Mon boulot, c'est de sauver des vies. Nous, la nuit, on voit les morts qu'on n'a pas pu sauver. Je revois les enfants, je vois le cri. Tu as des choses que tu ne peux plus faire en fait. J'ai vécu 8 ans sur Paris. Aujourd'hui, je ne peux plus aller à Paris, je ne peux plus aller dans la foule. Quand la kermesse de mes enfants, je ne peux plus rester parce qu'il y a de la foule, il y a des cris. Le repas, souvent, c'est un veau à la broche. Ça me fait penser aux enfants. C'est horrible. Je ne peux plus aller dans une brocante parce que j'ai l'impression de voir l'avenue des Champs-Élysées. J'avais des insomnies, des cauchemars. J'avais c'est difficile à dire, des fuites urinaires. Des fois, la nuit, je me mettais au bord du lit, je me levais et je parlais en fait à la glace. La blessure était enfouie, elle était là, enfouie, et finalement, on s'en fout, on n'y pense pas. Je suis devenu violent à la maison, j'étais devenu irritable, insomniaque. Mes enfants en pâtissaient, je commençais à passer sur du Xanax, sur des antidépresseurs. J'étais suivi par des psys, je faisais des séjours quand même à l'hôpital militaire en psychiatrie, j'avais mes traitements. Tu broies du noir en fait, tu as l'impression de devenir une sous-merde en fait, quelque chose qui ne sert plus à rien. Tu découvres tu as des pensées négatives à ce moment-là. J'ai eu des pensées suicidaires, j'avoue.
Il aurait fallu sans doute qu'on l'annonce beaucoup plus tôt, justement. Si on relie les trois mousquetaires, très concrètement, Athos a tous les symptômes du blessé psychique. L'irritabilité, consommation d'alcool. Les variations d'humeur. Il y a une sorte un peu de mystère, de secret, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses, mais il dit pas tout. Alors généralement, troubles du sommeil, reviviscence diurne et nocturne, ça c'est vraiment... les nuits sont souvent très compliquées chez les blessés psychiques. Consommation accrue d'alcool, de tabac, parfois de stupéfiants. On a une partie des membres qui en fait passent la nuit autour de la table et qui vont peut-être dormir tout au plus 2 heures quand ils tombent de fatigue. Mais, Une bonne nuit pour eux c'est 4 heures. Mais parce qu'effectivement, il peut y avoir de l'apnée du sommeil, les cauchemars. Sur certaines portes, on a marqué de frapper avant d'entrer. Parce qu'à un moment, en fait, pour certains, appuyer trop fort sur la poignée, ça pouvait les faire sursauter. On en a une qui sursaute quand on craque de yaourt. Après, il y a des choses qu'on pourra jamais prévoir. Il y en a, ça va être l'odeur de cuisine qui va pouvoir peut-être leur rappeler le Mali. Enfin, c'est très subtil. Il y a des choses qui sont... Des fois, c'est un bruit... J'ai un blessé qui m'a dit l'autre jour, il faut pas qu'il y ait de bruit répétitif, genre quelqu'un qui tape sur la table comme ça, parce que je compte jusqu'à la détonation. C'est un peu de l'essai-erreur malheureusement, mais on les met dans des situations d'exercice où ils doivent effectivement confronter leur anxiété et tester. Bon bah là j'ai réussi, jusque là j'y arrive, là par contre c'est trop. Il va y avoir toutes les activités relatives à la maison et au quotidien, c'est-à-dire déjà venir, être en groupe, gérer le groupe, c'est déjà une activité quasiment en soi, puisque comme on le disait, ils peuvent rester pendant des années sans contacts sociaux, sans relations. Ensuite, on va avoir des activités qui vont être en lien avec la vie quotidienne, donc faire la liste des menus, faire la liste des courses, faire les courses, ce qui relève être une activité à part entière, mais vraiment très compliquée pour eux, parce que ça veut dire aller dans un supermarché qu'ils ne connaissent pas, où il y a du bruit, de la foule, pour reprendre aussi des réflexes en termes de nutrition. Il y a les impacts des médicaments et de l'anxiété qui font que les régimes alimentaires sont plus forcément très adaptés. On a des activités pêche. Ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que c'est une activité qui permet la concentration, qui permet le silence. On a de la médiation équine. Par exemple, le sport, très important, pour retrouver aussi des réflexes qu'ils pouvaient avoir dans leur vie de militaire, mais tout en restant dans un cadre qui n'est pas militaire. Il y a tout un cercle comme ça qui est vertueux et qui leur permet de reprendre des habitudes et des bases saines dans leur nouvelle vie qui se dessine, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent vivre avec. La blessure psychique, c'est une blessure qui va durer tout le reste de leur vie. Ils vont pouvoir juste vivre avec et s'adapter en fonction des manifestations de la blessure. Athos a sauvé ma vie et a sauvé mon couple. Pour mes enfants, quand je viens à Athos, pour eux, je viens en maison de repos. Papa a besoin de ça pour se reposer, pour se retrouver et pour revenir plus fort. Il faut imaginer que le SPT, c'est un vase en fait. Ça monte, ça monte, ça monte et au bout d'un moment, ça déborde. Et le fait de venir ici, c'est un sas de décompression. L'année dernière, je venais 2 semaines par mois. Là, je suis venu 1 semaine tous les mois. L'année prochaine, je viendrai qu'1 semaine tous les 2-3 mois. J'ai réussi à la maison à trouver en fait mon équilibre personnel. Et quand il y a un nouveau qui arrive, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un système, alors j'ai en point un terme, c'est peut-être pas forcément le bon terme, de parrainage, en disant est-ce que toi, tu te sens capable de parrainer des petits jeunes quand ils arrivent? Parce que tout le monde n'est pas capable. Et ça fait partie de la cogestion, et c'est les blessés qui vont s'investir. Là, c'est de la cogestion très bonne, il faut notamment un cadre après par rapport à bien sûr, bah oui, on est bien d'accord. À l'état de la personne et jusqu'à quel point est-ce que on s'implique dans... Vu de l'extérieur, ça peut parfois donner l'impression qu'on fait de l'occupationnel ou en tout cas qu'on leur permet de faire des choses. Ils ont une belle vie à Athos, on va dire. Quand à un moment donné, on arrive à emmener quelques blessés par exemple au cinéma, parce qu'ils en ont fait la demande. Pourquoi on choisit cette activité-là? Un blessé va nous dire, bah voilà, moi ça fait 3 ans que je suis plus capable d'aller au cinéma, j'en souffre parce que j'aimerais pouvoir y retourner avec mes enfants. Parce que c'est un condensé de tout ce qui peut créer des situations d'angoisse extrême. C'est un lieu clos, sombre, où il y a du monde, et souvent du monde aussi derrière nous, où il y a peu de moyens de sortir, il y a énormément de bruit. Bref, c'est le combo idéal pour créer une crise de panique. Un membre qui est capable finalement d'aller au cinéma et de regarder un film du début à la fin, c'est une victoire quand on arrive à faire les choses de cette manière.
pendant très longtemps, ça a été très très compliqué d'accepter ce type de blessure. Et que c'est l'Afghanistan, grosso modo, il y a un avant et après Afghanistan par rapport à l'accompagnement de ces blessés. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 blessés psychiques frappés de syndrome post-traumatique. La vérité des prix, c'est qu'il y en a sans doute beaucoup plus. La blessure physique, dans les représentations sociales, c'est une marque, comme quoi à un moment donné, on s'est engagé personnellement, physiquement, au point d'engager sa vie et d'y laisser une partie de soi à travers la blessure physique. Alors que le blessé psychique, souvent, va malheureusement être perçu non pas comme quelqu'un qui s'est engagé, mais plutôt quelqu'un qui va s'identifier, ou voire qui va être qualifié de maillon faible. C'est dire, c'est un cassos, et puis on va le mettre de côté, quoi. La Première Guerre mondiale, où on a commencé à parler de ça, le mec qui restait pétrifié. Des fois, on lui mettait une balle dans la tête parce qu'on disait que c'était un lâche et un déserteur. Les gens qui tremblaient, qui pleuraient, tout ça, on les obligeait à repartir au combat parce que au jour d'aujourd'hui, on arrive à faire la différence.